Je me souviens parfaitement de cette soirée d'hiver où tout a basculé. Mon père a fait irruption dans mon appartement parisien, le visage rouge de fureur, et a posé sur la table un dossier épais en déclarant d'une voix tonitruante: « Cette maison en Provence que ta mère t'a laissée, Élise, tu vas la signer à ta sœur Camille. Pour ses enfants. Tu n'en as pas, toi. Et tu n'en auras jamais si tu continues à vivre comme une égoïste solitaire. » Je l'ai regardée, stupéfaite, le cœur battant à se rompre. Moi qui avais toujours cru en son amour paternel, même distant, je venais de comprendre que j'étais, à ses yeux, une pièce interchangeable dans son jeu familial. Camille, ma sœur cadette, se tenait derrière lui, un sourire timide aux lèvres. La main posée sur son ventre légèrement arrondi, elle attendait son troisième enfant. Élise, s'il te plaît, sois raisonnable. Les enfants ont besoin d'un vrai foyer. Avec jardin, piscine, l'air de la Provence. Toi, ici à Paris, dans ton petit 3 pièces. Petit 3 pièces, c'était un haussmannien sublime au cœur du 7e arrondissement, que j'avais acheté avec mes propres économies d'avocate acharné. Mais pour eux, ma réussite ne comptait pas. Seule Camille, la petite dernière choyée, méritait tout. Cette nuit-là, mon père a sorti des papiers, un acte de donation prétendument prêt, des arguments juridiques tordus. Il menaçait même de contester le testament de ma mère si je refusais. Ma mère, morte 10 ans plus tôt d'un cancer foudroyant, m'avait légué cette maison de famille à moi seul. Parce que j'étais l'aînée, la responsable, celle qui veillait sur elle jusqu'au bout. J'ai refusé net. Il est parti en tempêtant, me traitant d'ingrate, de fille indigne. Camille m'a lancé un regard triomphant avant de le suivre. Et moi, seul face à la Seine scintillante sous la neige, j'ai senti une rage sourde monter, froide comme l'hiver parisien. Le lendemain, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. En tant qu'avocate spécialisée en droit patrimonial, je connaissais les ficelles. J'ai vérifié les documents qu'il m'avait montrés, des faux évidents, signatures imitées, dates trafiquées. Mon propre père était prêt à commettre un délit pour me dépouiller. Pourquoi une telle haine? Pourquoi toujours préférer Camille, cette éternelle victime manipulatrice qui n'avait jamais travaillé de sa vie? Mariée à un entrepreneur riche mais falot, j'ai commencé à creuser. Des coups de fil discrets à des cousins, à la vieille tante Odette à Lyon. Des bribes de conversations anciennes ressurgissaient. Ma mère, avant de mourir, avait murmuré des choses étranges à mon sujet, comme si elle voulait me protéger d'un secret trop lourd. J'ai engagé un détective privé, Marc Valois, un ancien policier reconverti, discret et efficace. Nous nous sommes vus dans un café de Saint-Germain-des-Prés, sous la pluie fine de décembre. Trouvez-moi tout sur les finances de mon père et sur les raisons profondes de cette obsession pour Camille. Lui ai-je demandé. Il a hoché la tête. Ça va prendre du temps. Mademoiselle Moreau. Les familles cachent souvent des cadavres dans les placards. 2 semaines plus tard, il m'a appelé. Venez à mon bureau. Ce que j'ai découvert va vous bouleverser. Assise face à lui, j'ai écouté, le sang se glaçant dans mes veines. Camille n'était pas la fille de ma mère. Née d'une liaison de mon père avec sa secrétaire d'alors, en 1990. Ma mère l'avait appris pendant sa grossesse. Avait choisi le silence pour préserver les apparences bourgeoises. Mais dans son testament, rédigé en toute lucidité, elle m'avait tout légué à moi. Sa seule enfant biologique. Comme une revanche posthume. Mon père haïssait cette maison parce qu'elle incarnait le reproche muet de ma mère. Et maintenant, rongé par la culpabilité, il voulait la donner à Camille pour effacer son adultère. Pour se racheter à bon compte. J'étais anéanti. Trahi par l'homme qui m'avait élevé. Par la sœur que j'avais protégée toute mon enfance. Toute ma vie n'était qu'un mensonge savamment entretenu. Mais la colère a vite pris le dessus. Une colère noire. Méthodique. Je n'allais pas les laisser gagner. Les mois suivants, je portais un masque impeccable. J'invitais mon père à déjeuner au Procope. Je téléphonais à Camille pour prendre des nouvelles de sa grossesse. Je jouais la grande sœur conciliatrice. Intérieurement, je construisais ma revanche. Pierre par pierre. Marc continuait ses investigations. Il découvrit que mon père avait détourné des fonds de son ancienne entreprise, vendue depuis, pour financer le train de vie princier de Camille, villa à Versailles. École privée pour les enfants. Voyage luxueux. Des millions évaporés sous prétexte des aides familiales. Pire, si je refusais de céder la maison, il avait un plan de secours. Grâce à un ami magistrat corrompu, il comptait me faire accuser de fraude fiscale en fabriquant des preuves à partir de mes dossiers professionnels. J'allais perdre mon cabinet.
Ma réputation. Tout. Camille savait. Des enregistrements subtils, obtenus légalement via un collègue, le prouvaient. Lors d'un dîner chez elle, elle disait à mon père, si Élise résiste, on la brise. Elle finira par signer depuis sa cellule. Leur voix. Froide. Calculatrice. J'écoutais ces bandes seules la nuit. Les larmes aux yeux. Mais la détermination renforcée. Paris, avec ses lumières éternelles, devenait le décor de ma double vie. Le jour, j'étais l'avocate brillante défendant des héritages contestés. La nuit, je rassemblais les armes pour détruire les miens. J'ai contacté le notaire de ma mère à Aix-en-Provence. Le testament était inattaquable, expertise médicale confirmant sa pleine capacité au moment de la signature. Puis, j'ai semé les premières graines de discorde. Des lettres anonymes à des membres de la famille. Savez-vous que Camille n'est pas vraiment la fille de Marie? Demandez à Pierre. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Lors du Noël familial, l'atmosphère était électrique. Camille me fusillait du regard. Mon père transpirait. Qui répand ces saletés? Hurla-t-il. Je haussai les épaules. Innocente. Peut-être la vérité qui finit toujours par éclater. Papa. Il blêmit. Au printemps, j'ai organisé un week-end familial en Provence. Pour apaiser les tensions. Prétendis-je. Ils vinrent tous, père. Camille énorme dans sa grossesse. Son mari Antoine. Les enfants excités. Tante et cousins. La maison respirait la sérénité, mur de pierre dorée. Oliveraie centenaire. Parfum de lavande. Le samedi soir. Dîner sur la terrasse illuminée aux chandelles. Je servis un château d'Yquem millésimé. Puis, au fromage. J'ai lâché la première bombe. J'ai une grande nouvelle. J'ai décidé de vendre la maison. Mon père s'étouffa avec son vin. Camille devint livide. Tu ne peux pas, cria-t-il. Et l'argent ira à une fondation pour les femmes trahies par leurs conjoints. En hommage à maman. C'était un leurre. Mais l'effet fut dévastateur. La soirée tourna au cauchemar pour eux. Mon père tempêtait. Camille pleurait. Antoine tentait de calmer le jeu. Les cousins, influencés par les rumeurs, posaient des questions gênantes. Je sortis alors mon téléphone et diffusai les enregistrements. Les voix de mon père et Camille. Claire. Accusatrice, l'adultère. Les détournements. Le complot pour me faire tomber. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Camille hurla. C'est du montage. Élise nouait. Mais les preuves étaient irréfutables. Les tantes pleuraient. Choquées. Un cousin murmura. Pierre, comment as-tu pu? Mon père tenta de nier. Puis s'effondra. C'était pour la famille. La famille se fractura sur place. Certains prirent mon parti. D'autres celui de Camille. Par habitude. Le lendemain, Camille accoucha en urgence à l'hôpital d'Aix, stress intense. Un petit garçon. Elle m'accusa d'être responsable de tout. La presse s'empara de l'affaire, drame familial en haute société, héritage. Bâtardise et vengeance. Les forums internet s'enflammèrent. J'étais tour à tour héroïne féministe ou fille cruelle détruisant son père âgé. Mon père perdit ses derniers amis. Son ancien associé le dénonça pour les détournements passés. Je portai plainte. La gendarmerie perquisitionna. Camille et Antoine se séparèrent. Ils ne supportaient plus les mensonges. Seul dans son appartement parisien, mon père m'appela. Voix brisée, Élise retire la plainte. Je suis fini. Je refusai d'abord. L'été brûlant enveloppa Paris d'une moiteur oppressante. Le procès approchait. J'avais toutes les cartes en main. Mais Camille vint me voir. Seul. Dans mon bureau. Les yeux rougis. Le corps alourdi par la maternité récente. Élise, je ne savais pas tout. Papa m'a dit que maman me détestait. Que tu me jalousais. Il m'a utilisé. Était-ce sincère? Difficile à discerner chez cette experte en manipulation. Elle pleura. Vraiment. Cette fois. Je veux juste élever mes enfants loin de tout ça. Une part de moi vacilla. La petite sœur que j'avais protégée autrefois. Mais les souvenirs affluaient, les Noëls où elle recevait tout. Moi les miettes, les études payées pour elle. Pas pour moi. Trop tard. Répondis-je froidement. Elle partit. Vaincue. Puis, la veille de l'audience, mon père m'envoya une lettre manuscrite. Il avouait publiquement l'adultère. Les faux. Les détournements. Demandait pardon. Mais révélait un ultime secret. Ma mère avait écrit une lettre à Camille avant de mourir.
lui pardonnant, lui offrant une part symbolique. Il l'avait interceptée et détruite presque. Mais le notaire en avait une copie. Pourquoi ce dernier coup? Pour me faire douter jusqu'au bout. Je récupérai la lettre. Les mots de maman. Tremblant m'éclairent. Camille. Tu n'es pas coupable des fautes de ton père. Je t'ai aimé comme ma fille. Pardonne-moi mon silence. Je pleurai toutes les larmes que j'avais retenues. Le jour du procès, je changeai tout. Je retirai partiellement la plainte. Témoigner en faveur d'une peine atténuée pour mon père, travaux d'intérêt général. Restitution financière. Il évita la prison, mais fut ruiné. Marqué à jamais. Camille reçut la lettre de maman. Nous nous vîmes en secret. Dans un café anonyme du Marais. Nous pleurâmes ensemble. Pour la première fois sœurs plus que rivales. Je divisai la maison, une moitié transformée en fondation pour femmes trahies. L'autre mise en trust pour les enfants de Camille. Gérée par un administrateur neutre, jamais directement à elle. Mon père vieillit isolé. Me rendant visite parfois. Muet. Repentant. Je l'accueillais sans chaleur excessive. Était-ce vengeance accomplie ou pardon inachevé? La société continua de débattre. Avais-je été trop impitoyable? Ou pas assez pour réparer des décennies de mensonges? Moi. Je vis avec cette ambiguïté. La trahison laisse des cicatrices indélébiles. Mais parfois, dans le vent de Provence ou la lumière parisienne, je sens la présence apaisée de ma mère. Elle aurait peut-être approuvé ce compromis amer. Des années plus tard, je marche seul dans l'Oliveraie. Les arbres murmurent les secrets enfouis. Camille élève ses enfants modestement. Loin du luxe. Nous échangeons des cartes à Noël. Rien de plus. Mon père est mort l'an dernier. Paisiblement. Après m'avoir légué ses maigres biens avec une lettre. Pardon. Ma vraie fille. J'ai pardonné à moitié. Suffisamment pour dormir. Pas assez pour oublier. La vengeance n'efface pas la douleur. Elle la transforme en quelque chose de supportable. Et la vie continue. Dans cette France éternelle. Entre ombre et lumière. Fin.